Le bip régulier du moniteur cardiaque était devenu la bande-son de ma vie. C'était un rappel constant et électronique que j'étais en vie. Mais à peine. 7 jours. Pendant une semaine entière, j'avais été la résidente de la chambre 407 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, connectée à des fils qui ressemblaient plus à des chaînes qu'à des équipements de sauvetage. J'ai ajusté mon oreiller pour la 10e fois ce matin-là, cherchant une position qui soulagerait la pression sourde et persistante dans ma poitrine. Derrière ma fenêtre, Paris bourdonnait de vie. Le soleil d'octobre filtrait à travers la vitre, projetant des rayures dorées sur le sol en linoléum blanc et stérile. Je regardais les gens sur le boulevard en contrebas. Des cadres pressés serrant leurs sacoches. Des mères poussant des poussettes. Des adolescents riant bruyamment en marchant en groupe compact et inséparable. La vie se déroulait là. En bas. Une vie que je regardais désormais d'une distance immense et solitaire. Madame Dubois. L'infirmière. Sophie. Frappa doucement au cadre de la porte. Sa voix une note de chaleur bienvenue dans la symphonie clinique. Comment nous sentons-nous ce matin? Je réussis à esquisser un faible sourire. Comme si j'étais la star d'un drame médical que personne ne veut regarder. Sophie gloussa en vérifiant ma perfusion. Ses mouvements efficaces et bienveillants. Au moins, votre sens de l'humour est intact. C'est bon signe. Le docteur Lemoine passera faire sa tournée dans 1 heure environ. Après son départ, le silence revint, seulement ponctué par le bip. Bip. Bip de la machine à côté de moi. J'attrapai la petite boîte en bois sombre sur ma table de chevet. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de notes manuscrites de mon père, Henri Dubois, décédé 8 mois plus tôt. Je les emportais partout avec moi depuis ses funérailles, les lisant chaque fois que j'avais besoin d'une dose de sa force, de sa foi inébranlable en moi. Je dépliai soigneusement un morceau de papier familier, les plis adoucis par d'innombrables lectures. Éléonore, souviens-toi que ta valeur ne se mesure pas à ce que les autres pensent de toi, mais à la façon dont tu te traites quand personne ne regarde. Tu es plus forte que tu ne le penses, plus courageuse que tu ne le sens, et plus aimée que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Je t'aime. Papa. La note tremblait dans mes mains. Si seulement il pouvait me voir maintenant. 32 ans. Avec un cœur qui lâchait et un mari qui me rendait à peine visite. Penserait-il toujours que j'étais forte? La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Richard Lefebvre entra. Son mètre 85 emplissant l'embrasure. À 36 ans, il faisait toujours tourner les têtes avec ses cheveux sombres et sa mâchoire carrée. Mais j'avais appris à voir au-delà de la belle surface pour discerner la structure froide et dure en dessous. Son eau de Cologne, une marque de luxe qu'il avait commencé à porter il y a environ 6 mois, annonçait sa présence avant même qu'il ne parle. Éléonore. Sa voix était plate, professionnelle. Elle ne contenait aucune chaleur, aucune inquiétude. C'était la voix d'un homme qui s'acquittait d'une obligation. Richard. Je ne levai pas les yeux de la note de mon père. Tu es en avance aujourd'hui. J'ai une réunion à 15 heures. Il jeta un coup d'œil à sa montre Cartier. Un autre ajout récent et coûteux à sa garde-robe. Comment te sens-tu? La question semblait répétée. Comme quelque chose qu'il avait pratiqué dans l'ascenseur en montant. Je croisai enfin son regard, cherchant ne serait-ce qu'une lueur de l'homme que j'avais épousé 5 ans plus tôt. L'homme qui m'apportait le café au lit le dimanche matin, qui me serrait dans ses bras pendant les orages parce qu'il savait qu'il me faisait peur, qui avait promis, devant tous nos amis et notre famille, de m'aimer dans la maladie comme dans la santé. Cet homme avait disparu. Je suis fatigué. Richard. Les médecins disent que mon cœur est. Oui. Je sais ce qu'ils ont dit.
Me coupa-t-il, vérifiant les notifications sur son téléphone. Écoute. Je dois te parler de choses pratiques. Le prêt immobilier est dû la semaine prochaine? Et comme tu ne travailles pas? Ma poitrine se serra. Et cette fois, ce n'était pas à cause de ma condition. Des choses pratiques. L'argent. Éléonore. Les factures. La vraie vie ne s'arrête pas juste parce que tu es ici. Je repliai soigneusement la note de mon père, mes mains tremblant légèrement. Que ce soit à cause des médicaments ou de l'émotion brute? Je ne pouvais le dire. Je la remis dans la boîte en bois, refermant le couvercle avec un léger clic. Mon assurance couvre la plupart des frais? Dis-je doucement. Et nous avons des économies. Nous avions des économies. Corrigea-t-il, se déplaçant vers la fenêtre et me tournant le dos. Les factures médicales s'accumulent vite. Je dis juste que nous devons être réalistes sur ce qui va suivre. Le bip du moniteur cardiaque sembla s'accélérer. Je fermai les yeux, me souvenant d'une autre note de mon père. Une qu'il avait écrite après une mauvaise affaire. Ma chérie. Quand quelqu'un te montre sa vraie nature, crois-le du premier coup. Un léger coup au cadre de la porte interrompit la tension glaciale. Maître Bernard Leroux, l'ami de longue date et notaire de mon père, apparut dans l'embrasure. À 68 ans, Maître Leroux avait une chevelure argentée et des yeux bienveillants qui se plissaient au coin derrière des lunettes cerclées de fils. Il portait une mallette en cuir usé et arborait l'expression de quelqu'un qui avait des affaires importantes, mais pas désagréables à traiter. Éléonore. Ma chère. La voix de Maître Leroux était chaude. Une couverture réconfortante dans la pièce froide. Tout ce que celle de Richard n'était pas. J'espère que je ne dérange pas. Maître Leroux. Mon visage s'illumina d'un sourire sincère pour la première fois de la journée. Bien sûr que non. Entrez. Je vous en prie. Richard se détourna de la fenêtre. Son expression se transformant en un sourire poli et forcé. Il tendit la main. Maître Leroux? Ravi de vous voir. Maître Leroux lui serra brièvement la main. Ses yeux ne quittant jamais mon visage. Je vous ai apporté quelques affaires de la maison de votre père. Je rangeais son bureau et j'ai pensé que vous aimeriez les avoir pendant votre convalescence. Il sortit un petit album photo relié en cuir et une autre boîte en bois, légèrement plus grande que celle sur ma table de chevet. Il a laissé des instructions précises pour que vous les ayez. Mon cœur s'emballa. Ce n'était pas le dangereux emballement de ma maladie, mais une étincelle de connexion avec mon père. Il a toujours tout planifié. Oui. En effet, dit Maître Leroux de manière significative, son regard se posant brièvement sur Richard. Plus que vous ne l'imaginez. Richard vérifia de nouveau son téléphone, son pouce balayant l'écran avec impatience. Eh bien, tout cela est très touchant. Mais je dois vraiment. En fait, Richard, l'interrompit Maître Leroux, son ton passant de doux à quelque chose de plus ferme, plus professionnel. Je suis content que vous soyez là. Il y a des questions de succession que nous devrons bientôt discuter. Tous les trois. Quelque chose traversa le visage de Richard. De la surprise? Peut-être de l'inquiétude? Rapidement masqué par sa confiance habituelle. Des questions de succession? Le testament d'Henri a été réglé il y a des mois. Maître Leroux sourit. Mais le sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux bienveillants. Tout n'a pas été réglé. Je le crains. Mais c'est une conversation pour un autre jour. Quand Éléonore se sentira plus forte. La pièce retomba dans le silence, à l'exception du bip persistant des machines surveillant ma vie fragile.
Je sentis un courant sous-jacent que je ne pouvais pas tout à fait saisir. Comme l'air lourd et immobile juste avant un orage. Le téléphone de Richard vibra avec un SMS entrant. Il le lut rapidement. Et son expression changea pour devenir presque empressée. Soulagé. Je dois y aller, annonça-t-il, se dirigeant déjà vers la porte. La réunion a été avancée. Bien sûr, murmurai-je pour moi-même. Mais il était déjà parti. Son eau de Cologne de luxe flottant derrière lui comme un fantôme. Maître Leroux s'assit sur la chaise que Richard venait de quitter. Sa présence remplit immédiatement la pièce d'un sentiment de sécurité et de chaleur. Comment allez-vous vraiment, ma chère? Je regardais cet homme qui avait été comme un oncle pour moi toute ma vie. Qui m'avait tenu la main aux funérailles de mon père? Qui était l'une des rares personnes au monde à me connaître vraiment. Le mur que j'avais maintenu toute la matinée commença à s'effriter. J'ai peur. Maître Leroux? Avouai-je. Ma voix tremblante. Et pas seulement pour mon cœur. Pour tout. Il se pencha et me tapota doucement la main. Son contact ferme et rassurant. Votre père disait que nous devons parfois traverser la tempête pour apprécier le soleil. Je ne suis pas sûre d'être assez forte pour une tempête de pluie. Les yeux de Maître Leroux pétillèrent de quelque chose qui ressemblait presque à un secret. Un secret qu'il était heureux de garder. Oh, ma chère Éléonore, dit-il. Sa voix basse et pleine de conviction. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et vous êtes sur le point de découvrir à quel point votre père croyait en cette force. Comme par un signal, le rythme frénétique du moniteur cardiaque se stabilisa, s'installant dans un battement calme et régulier. Et pour la première fois depuis des jours, je sentis que je pouvais respirer un peu plus facilement. 3 jours s'étaient écoulés depuis la visite mystérieuse de Maître Leroux. Je me surprenais à repasser ces mots pendant les longues heures silencieuses entre les visites médicales et les nuits blanches. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et vous êtes sur le point de découvrir à quel point votre père croyait en cette force. La phrase résonnait dans mon esprit alors que je regardais la perfusion instiller lentement les médicaments dans mes veines. C'était comme une promesse. Mais une promesse de quoi? Je ne pouvais encore l'imaginer. C'est un mardi après-midi que tout a basculé. Le son d'un rire dans le couloir a d'abord attiré mon attention. Il était clair, féminin et insouciant, un son si déplacé dans une unité de cardiologie qu'il semblait être une violation. J'ai tourné la tête vers la porte juste au moment où Richard apparaissait. Mais cette fois, il n'était pas seul. La jeune femme à ses côtés ne pouvait pas avoir plus de 21 ans. Elle avait des cheveux blonds platine qui attrapaient les dures lumières fluorescentes, portait un crop top moulant qui dévoilait son ventre plat, et se tenait avec l'assurance inébranlable de quelqu'un qui n'avait jamais connu un seul jour de réelle difficulté. Son maquillage était impeccable. Un visage entièrement couvert de fond de teint, de contouring et d'ombres à paupières scintillantes qui semblaient bizarres dans le décor stérile de l'hôpital. Elle serrait un sac à main de créateur, un modèle populaire que je reconnus comme étant de la même marque que Richard avait prétendu que nous ne pouvions pas nous offrir pour mon dernier anniversaire. Et puis il a dit le truc le plus drôle, disait la jeune femme à Richard, complètement inconsciente de son environnement. Il m'a dit, chérie, tu es trop bien pour cet endroit. Et j'ai répondu, évidemment. Le rire de Richard était un peu forcé, mais ses yeux brillaient d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Quand il a finalement remarqué que je les regardais depuis mon lit, son expression a changé pour devenir un mélange de culpabilité et de défi. Éléonore, dit-il, entrant complètement dans la pièce. Voici Chloé. C'est une amie du travail. Chloé Martin regarda la chambre d'hôpital avec un dégoût à peine dissimulé. Son nez parfaitement sculpté se plissant à la faible odeur de désinfectant. Son regard se posa sur moi pâle,
Mince. Un enchevêtrement de fils et de tubes et quelque chose comme de la pitié mêlée à une étrange satisfaction traversa ses traits. Oh mon Dieu. Salut. La voix de Chloé était douce mais creuse. Comme un édulcorant artificiel. Richard m'a tellement parlé de toi. Comment tu te sens? La question dégoulinait d'une fausse préoccupation si épaisse que je pouvais presque la voir. Je voyais clair dans son jeu. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'était la façon dont Richard se tenait un peu trop près d'elle. Comment sa main a brièvement, presque instinctivement, touché le creux de son dos pendant qu'elle parlait. Je gère, répondis-je, ma voix soigneusement neutre. J'étudiais le visage de Richard, qui montrait déjà des signes de tension. Comment vous vous connaissez déjà? On travaille ensemble chez Morrison et Associés, dit rapidement Richard. Chloé est nouvelle au marketing. Chloé gloussa. Elle a réellement gloussé dans une unité de soins intensifs cardiaques. Je suis, genre, totalement nouvelle dans le monde de l'entreprise. Richard m'a montré les ficelles. C'est un si bon professeur. La façon dont elle a dit le mot « professeur » m'a retourné l'estomac. J'ai regardé sa main parfaitement manucurée toucher brièvement le bras de Richard. Un geste si désinvolte qu'il semblait répéter. Intime. C'est gentil. Réussis-je à dire? Mes propres mains serrant la fine couverture de l'hôpital. Richard a toujours été serviable. L'infirmière Sophie apparut à la porte avec mes médicaments du soir. Sa présence une interruption bienvenue. Les heures de visite se terminent dans 30 minutes, annonça-t-elle, jetant un regard rapide et désapprobateur à la tenue inappropriée de Chloé. Bien sûr, dit Richard, soulagé. Nous passions juste en coup de vent. Nous. Le mot me frappa comme un coup physique. Nous. Depuis quand Richard avait-il commencé à penser à lui et à cette fille comme un nous? En fait, dit Chloé, sortant son téléphone et prenant un selfie rapide. L'angle choisi pour inclure le support de la perfusion en arrière-plan. Cette lumière est plutôt cool. En fait, très authentique. Elle tourna le téléphone vers Richard. On va dîner après ça? Dans ce nouveau bistrot japonais dont tu me parlais? Je sentis quelque chose se fissurer à l'intérieur de ma poitrine. Et cette fois, ça n'avait rien à voir avec mon cœur. Ce nouveau bistrot. Richard avait mentionné vouloir l'essayer le mois dernier, mais avait ensuite prétendu qu'il fallait économiser de l'argent pendant que j'étais malade et sans travail. Chloé, dit doucement Richard. Un avertissement clair dans sa voix. Mais elle faisait déjà défiler son téléphone, lui montrant le selfie qu'elle venait de prendre. Regarde comme on est mignon. Oh. Et regarde ce message de Jessica. Elle est tellement jalouse du week-end que tu as prévu. La pièce devint silencieuse. Totalement. Complètement silencieuse. À l'exception du bip régulier et rythmé de la machine qui me maintenait en vie. Je fixai Richard, attendant une explication. Un démenti. N'importe quoi. Mais rien ne vint. Son visage était devenu blanc. Mais au lieu d'avoir l'air honteux, il avait l'air en colère. En colère d'avoir été pris. Week-end? Ma voix était à peine un murmure. Ce n'est pas ce que tu crois, dit Richard sur la défensive, ses yeux passant de moi à Chloé. C'est un séminaire de travail. Pour l'esprit d'équipe. Chloé avait l'air sincèrement confuse. Mais tu as dit que c'était juste nous deux? Et qu'on restait dans cette petite auberge de Sharma. Chloé. La voix de Richard était sèche maintenant, la coupant. Peut-être que tu devrais attendre dans le couloir. Mais le mal était fait.
Les pièces s'emboîtaient avec une clarté horrifiante. Les nouveaux vêtements. L'eau de Cologne chère. Les heures supplémentaires au travail. Le souci soudain et intense de l'argent. Tout prenait sens maintenant. Depuis combien de temps cela durait-il? Depuis combien de temps étais-je la dupe? Allongée dans un lit d'hôpital pendant que mon mari planifiait des escapades romantiques avec une fille à peine sortie de l'université? Je devrais y aller? Dis-je doucement. Même si. Bien sûr. Je ne pouvais aller nulle part. Éléonore. Tu surréagis. Dit Richard. Mais son ton manquait de conviction. Chloé n'est que. N'est que quoi? Richard? Ma voix gagna une force que je ne lui connaissais pas. N'est que ta collègue qui est au courant de week-end dont je n'ai jamais entendu parler? N'est que ton ami qui prend des selfies dans ma chambre d'hôpital et parle de vos plans de dîner juste devant moi? Chloé se tortilla mal à l'aise, semblant enfin saisir la gravité de la situation dans laquelle elle était entrée si nonchalamment. Peut-être que je devrais. Peut-être que tu devrais. Acquiesçai-je. Mes yeux ne quittant jamais le visage de Richard. Mais au lieu de partir, Chloé fit quelque chose qui me choqua. Elle se rapprocha de Richard, presque protectrice, posant à nouveau sa main sur son bras. Le geste était petit, mais sa signification était sans équivoque. Elle choisissait un camp, et ce n'était pas le mien. Écoutez, dit Chloé, sa voix perdant son ton doux et sucré pour prendre une nuance défensive. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe ici, mais Richard n'a été que professionnel avec moi. Si vous êtes suspicieuse de toutes les femmes avec qui il travaille, peut-être que le problème ne vient pas de lui. L'audace de ses propos me coupa le souffle. Cette fille, cet enfant, se tenait dans ma chambre d'hôpital, me faisant la morale sur mon propre mariage, portant des vêtements qui coûtaient probablement plus cher que ma participation hebdomadaire aux frais médicaux. Vous avez raison, dis-je. Et le calme dans ma propre voix les surprit tous les deux. Vous ne savez pas ce qui se passe ici. Mais moi, je le sais. Je sais exactement ce qui se passe. Richard ouvrit la bouche pour parler. Pour mentir à nouveau. Mais je levai la main, le faisant taire. Sortez, dis-je doucement. Tous les deux. Juste. Sortez. Éléonore, commença Richard. Sa voix suppliante. Sortez. Les mots s'arrachèrent de ma gorge avec une force qui fit grimper le moniteur cardiaque à côté de moi. Son bip calme éclatant en une alarme frénétique et aiguë. Sortez de ma chambre. L'infirmière Sophie apparut instantanément, son expression alarmée par les cris et le changement soudain sur le moniteur. Je vais devoir vous demander de partir maintenant. Madame Dubois a besoin de se reposer. Richard hésita un instant. L'air de vouloir discuter. De vouloir essayer de réparer le gâchis qu'il avait fait. Mais Chloé tirait déjà sur son bras, lui chuchotant urgemment à l'oreille. Il me jeta un dernier regard. Un mélange de colère et de panique. On en reparlera plus tard? Dit-il finalement. Comme si cela pouvait résoudre quoi que ce soit. Non. Répondis-je. Les larmes que j'avais retenues coulant enfin sur mon visage. Nous ne le ferons pas. Alors qu'il partait, j'aperçus Chloé dans le couloir. Elle ne prétendait plus être douce ou innocente. Elle parlait rapidement à Richard. Son expression animée. Presque excitée. Comme si cette confrontation déchirante avait été plus divertissante que bouleversante. Je m'effondrai contre mes oreillers. Tout mon corps tremblant de manière incontrôlable. Le moniteur cardiaque continua son bip frénétique jusqu'à ce que Sophie revienne avec un sédatif léger. Respirez. Ma chérie. Dit doucement l'infirmière.
Sa main sur mon épaule. Respirer. Tout simplement. Mais respirer semblait impossible alors que mon monde entier venait de s'effondrer en l'espace de 10 minutes. Alors que le sédatif commençait à faire effet. Un brouillard chaud s'installant dans mon esprit. J'attrapai la boîte en bois de mon père d'une main tremblante. J'en sortis une autre note. Que j'avais lue des dizaines de fois. Mais dont le sens n'avait jamais été aussi clair. Éléonore. Certaines personnes essaieront de te faire sentir petite pour se sentir grande. Ne les laisse pas faire. Ta valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à la voir. Pour la première fois depuis la mort de mon père, je ne pleurais pas seulement de tristesse, mais de rage. Une rage pure et nette qui brûlait à travers le brouillard des médicaments et du chagrin. Richard m'avait fait sentir petite. Chloé avait essayé de me faire passer pour une idiote. Ils m'avaient tous les deux complètement sous-estimé. Demain. Décidez-je. Dernière pensée cohérente avant que le sédatif ne m'emporte. Demain. J'appellerai Maître Leroux. Il était temps d'avoir cette conversation sur la succession de mon père. Il était temps de découvrir à quel point j'étais vraiment forte. Maître Leroux arriva à 14 heures précises le lendemain. Il portait sa mallette en cuir usé et arborait l'expression d'un homme qui s'attendait à mon appel. J'avais à peine dormi. Mon esprit tourbillonnant dans un diaporama chaotique de fureur et de chagrin. Mais quand j'ai vu la silhouette familière et stable de Maître Leroux dans l'embrasure de la porte, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des semaines. L'espoir. Vous aviez l'air différente au téléphone, dit Maître Leroux, laissant de côté les plaisanteries en s'installant sur la chaise du visiteur. Plus forte. Je me sens différente? Admis-je. Le sédatif de la nuit précédente s'était dissipé, laissant derrière lui une clarté froide et tranchante. En colère. Mais différente. Maître Leroux étudia attentivement mon visage. Son regard évaluateur. La colère peut être une émotion utile. Éléonore. Surtout quand elle est juste. Votre père le comprenait bien. Maître Leroux. J'ai besoin que vous me disiez quelque chose. Ma voix était stable maintenant. Plus le murmure d'une femme brisée. Hier. Vous avez mentionné des questions de succession qui n'étaient pas réglées. Que vouliez-vous dire? Le vieil homme ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier en carton. Ses coins usés par le temps. Votre père est venu me voir 3 mois avant son décès. Commença-t-il. Sa voix basse et sérieuse. Il était inquiet. Éléonore. Inquiet pour votre mariage. Mon cœur se serra. Il ne m'a jamais rien dit. Henri était un homme sage. Il savait que parfois, les gens que nous aimons doivent découvrir certaines vérités par eux-mêmes. Les doigts de Maître Leroux tambourinèrent contre le dossier. Mais il croyait aussi qu'il fallait être préparé. Préparé à quoi? Au lieu de répondre directement, Maître Leroux sortit un document juridique. Lourd de papier à en-tête officielle. Vous souvenez-vous du testament original de votre père? Celui que nous avons lu ensemble après les funérailles? Bien sûr. Dis-je. Le souvenir encore frais. Il nous a laissé la maison. À Richard et à moi. Avec des dispositions pour que ces investissements soient partagés entre nous. Je m'arrêtai. Me souvenant de la réaction de Richard ce jour-là. Il avait été si effusivement reconnaissant. Me tapotant le dos et répétant sans cesse. Ton père a été si généreux de m'inclure. L'expression de Maître Leroux s'assombrit légèrement. Ce n'était pas le dernier testament de votre père? Éléonore. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un coup de tonnerre. Je fixai le document dans les mains de Maître Leroux. Mon esprit luttant pour comprendre ce qu'il venait de dire. Que voulez-vous dire? Ce n'était pas son dernier testament? Votre père a changé son testament.
Il l'a fait exactement 6 semaines avant de mourir. Il est venu à mon cabinet un mardi matin et a dit qu'il observait, réfléchissait et priait à propos de quelque chose depuis des mois. Maître Leroux ouvrit complètement le dossier, révélant une pile de papier. Il a dit qu'il devait protéger ce qu'il avait construit. Et plus important encore, il devait vous protéger. Mes mains tremblaient en attrapant le document qu'il me tendait. Le langage juridique était dense, mais certaines phrases me sautaient aux yeux. Légataire universel. Propriété exclusive. Aucune réclamation maritale que ce soit. Je ne comprends pas. Murmurai-je. Pourquoi aurait-il fait ça? Pourquoi ne me l'aurait-il pas dit? Parce qu'il espérait se tromper à propos de Richard? La voix de Maître Leroux était douce mais ferme. Votre père était un excellent juge de caractère? Éléonore. Il a bâti une entreprise de plusieurs millions d'euros en lisant les gens. Et quelque chose chez votre mari le dérangeait depuis plus d'1 an. Quel genre de chose? Maître Leroux fouilla à nouveau dans sa mallette et en sortit une petite clé USB argentée. Henri m'a demandé de vous la donner. Mais seulement si certaines circonstances se présentaient. Je crois que la visite d'hier de votre mari et de son ami se qualifie comme l'une de ces circonstances. Je fixai la clé USB comme si elle pouvait exploser. Qu'y a-t-il dessus? La voix de votre père? Dit doucement Maître Leroux. Ses raisons. Ses instructions. Et son dernier cadeau pour vous. Avec des doigts tremblants, je pris le petit appareil et le branchai sur la tablette de l'hôpital. La voix familière de mon père, chaude et profonde, remplit la chambre stérile. Un instant, je pouvais presque sentir son parfum, presque sentir le poids réconfortant de sa présence à côté de moi. Éléonore, ma fille chérie, si tu écoutes ceci, cela signifie que Maître Leroux a jugé que tu avais besoin de connaître la vérité. La vérité sur ce que j'ai fait. Et pourquoi je l'ai fait. D'abord, et c'est le plus important, sache que chaque décision que j'ai prise était par amour pour toi. Pas par jugement envers Richard. Je fermai les yeux, des larmes chaudes coulant sur mon visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient des larmes d'une connexion profonde et intense avec l'homme qui avait toujours été mon protecteur. J'ai observé ton mariage depuis 1 an. Ma chérie. J'ai vu comment Richard regarde son téléphone quand il pense que personne ne le regarde. J'ai remarqué comment il a changé les nouveaux vêtements. L'emploi du temps différent. La façon dont il parle soudainement d'argent tout le temps alors qu'il ne s'en souciait jamais. Mais surtout, j'ai vu comment il te traite. Les petites remarques dédaigneuses. Le manque d'intérêt pour ta vie. La façon dont il te fait te sentir inférieur. L'enregistrement marqua une pause. Et je pouvais entendre mon père prendre une profonde et lasse inspiration. Je suis peut-être vieux jeu. Mais je crois que lorsque quelqu'un épouse ma fille, il entre complètement dans notre famille. On ne peut pas choisir les parties de cet engagement qui compte. Et Richard a choisi. Maître Leroux observait attentivement mon visage pendant que l'enregistrement continuait. Son expression empreinte d'une sympathie silencieuse. Alors, j'ai pris une décision. Une décision qui protège tout ce que ton grand-père et moi avons construit. Et tout ce que tu mérites d'hériter. La maison de Saint-Cloud. Le portefeuille d'investissement. Les parts dans l'entreprise. Les appartements en location dans le 16e. Tout appartient désormais à toi seul. Richard n'a aucune réclamation légale sur quoi que ce soit. Car j'ai tout structuré comme un héritage avec des exclusions spécifiques et blindées. Mes yeux s'ouvrirent en grand. Des appartements dans le 16e? Quels appartements? Maître Leroux vit la question sur mon visage et sourit légèrement. Votre père a eu plus de succès qu'il ne le laissait paraître.
Ma chère. Beaucoup plus. L'enregistrement reprit. La voix de mon père devenant plus forte. Plus résolue. La valeur totale de ce que je te laisse est d'environ 4 200 000 euros. Éléonore. Écoute-moi. Tu ne dépends de personne. Tu n'auras jamais à accepter moins que ce que tu mérites de la part de qui que ce soit. Jamais plus. Et si Richard t'aime vraiment? S'il est l'homme que j'espérais? Alors cela n'aura aucune importance pour lui. Si ça en a. Eh bien. Alors tu sauras exactement qui tu as épousé. La pièce devint silencieuse. À l'exception du bip régulier et calme du moniteur cardiaque. Je fixais les documents juridiques. Mon esprit chancelant. 4 millions d'euros. 4 millions d'eux. Pour être exact. Corrigea doucement maître Leroux. Et c'était il y a 8 mois. Les investissements ont fructifié depuis. Richard ne sait rien de tout ça? Demandai-je. Ma voix un murmure rauque. Richard ne sait rien. Pour autant qu'il sache. Le testament original de votre père est toujours valable. Et il croit avoir droit à la moitié d'un patrimoine très modeste. Maître Leroux se pencha en avant. Son expression sérieuse. La question. Éléonore. Est de savoir ce que vous voulez faire de cette information. Je pensais au mépris froid de Richard pour mes factures médicales. Ses plaintes constantes sur l'argent. Son empressement à discuter de choses pratiques pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital. Peut-être en train de mourir. Je pensais au sac de créateur et à la tenue coûteuse de Chloé. Les week-ends à Deauville et les dîners au restaurant japonais que Richard avait prétendu que nous ne pouvions pas nous offrir. Un plan commença à se former dans mon esprit. Froid et clair comme de la glace. Je veux attendre, dis-je finalement. Ma voix dépourvue de son tremblement antérieur. Attendre quoi? Je veux voir jusqu'où il ira. Je veux savoir qui j'ai vraiment épousé. Maître Leroux. Avant de décider de la suite. Ma voix se renforçait à chaque mot. Pouvez-vous garder ce secret encore un peu? Maître Leroux sourit. Et c'était la même expression fière que mon père avait l'habitude d'arborer chaque fois que j'accomplissais quelque chose. Votre père a toujours dit que vous étiez plus intelligente que vous ne le pensiez. Je peux garder ce secret aussi longtemps que vous en aurez besoin. Ma chère. Il y a autre chose? Dis-je. Me redressant dans le lit. Sentant une poussée d'énergie que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je veux sortir de cet hôpital. Le médecin a dit. Le médecin a dit que j'ai besoin de repos et de médicaments. Je peux avoir les deux à la maison. Je croisai le regard de maître Leroux. Le mien rempli d'une nouvelle et inébranlable résolution. Je veux rentrer chez moi. Maître Leroux. Je veux voir ce qui se passe quand je ne suis pas piégé dans cette chambre. Je veux voir ce que Richard fait quand il pense avoir plus de liberté pour être lui-même. Maître Leroux étudia mon visage un long moment. Voyant le changement qui s'était opéré. Êtes-vous sûre d'être prête pour ce que vous pourriez découvrir? J'attrapai la boîte en bois de mon père et en sortis une dernière note. Son message me semblant soudain comme un ordre direct. Le courage n'est pas l'absence de peur. Éléonore. C'est ressentir la peur et choisir d'agir quand même. Je t'aime. Papa. Je suis prête? Dis-je. Et pour la première fois depuis très longtemps? Je le pensais vraiment. Alors que maître Leroux rangeait sa mallette, il s'arrêta à la porte. Votre père serait très fier de vous en ce moment. Éléonore. Vous êtes sur le point de montrer à Richard Lefebvre de quel bois la fille d'Henri Dubois se chauffe. Après son départ, j'attrapai mon téléphone et composai le numéro du poste des infirmières. C'est Éléonore Dubois de la chambre 407. Dis-je. Ma voix claire et confiante.
J'aimerais parler au docteur Lemoine de mes procédures de sortie. La tempête que mon père avait mentionnée arrivait. Mais cette fois, je n'allais pas seulement la subir. J'allais la contrôler. La maison de Saint-Cloud me parut différente lorsque je sortis du VTC le vendredi après-midi. Peut-être était-ce la nouvelle clarté qui venait de savoir que je possédais chaque brique, chaque tuile, chaque brin d'herbe de ce jardin méticuleusement entretenu. Ou peut-être était-ce simplement le fait de la voir avec les yeux de quelqu'un qui n'était plus une victime, mais une stratège. Le docteur Lemoine avait accepté à contre-cœur de me laisser sortir avec une litanie d'instructions strictes, médicaments quotidiens, contrôles hebdomadaires, et absolument aucun stress. J'avais acquiescé solennellement à chaque condition tout en me préparant mentalement à ce que je savais être la semaine la plus stressante de ma vie. J'utilisais ma clé discrètement, ne sachant pas si Richard était à la maison. Le son nasillard d'une télévision provenait du salon un match de football, à plein volume. Je suivis le son et le trouvai affalé sur notre canapé couleur crème, une bière à la main, les pieds posés sur la table basse en merisier que mon père nous avait offerte comme cadeau de mariage. Éléonore. Il sursauta, l'air vraiment surpris. Une giclée de bière éclaboussant le tapis. Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu ne sortais que la semaine prochaine. Je me sentais mieux, dis-je. Ma voix calme et égale. Le médecin a dit que je pouvais me rétablir aussi bien à la maison. J'étudiai son visage, cherchant le moindre signe de déception, la moindre lueur d'inquiétude que sa liberté soit restreinte. C'est super, ma chérie. Le terme affectueux sonnait rouillé. Une antiquité sortie du grenier et dépoussiérée pour l'occasion. C'est juste que je ne t'attendais pas. J'aurais fait le ménage, fait quelques courses. Le réfrigérateur était en effet presque vide, à l'exception d'un pack de bière importée, d'une boîte de pizza à emporter à moitié mangée, et d'une bouteille de champagne coûteux que je ne reconnaissais pas. Je notai le champagne mais ne dis rien. Ce n'est pas grave, dis-je, mon regard balayant le salon en désordre. Je suis juste fatiguée. Je pense que je vais aller me reposer à l'étage. Bien sûr. Tu as besoin d'aide? L'offre était de pure forme. Une réplique dite sans conviction. Et nous le savions tous les deux. Je peux me débrouiller. Alors que je montais les escaliers, chaque marche semblant plus stable que la précédente, j'entendis le téléphone de Richard vibrer. Sa voix suivit. Plus basse maintenant, mais toujours audible dans la maison silencieuse. Salut. C'est moi. Oui. Elle est rentrée plus tôt. Non. Je ne sais pas pour combien de temps. Écoute. Il faut juste qu'on soit plus prudent pendant quelques jours. Je m'arrêtai sur le palier, ma main agrippant la rampe. Mon cœur battait la chamade. Non pas à cause de l'effort, mais à cause de la confirmation froide et dure de ce que je savais déjà. Je continuai vers notre chambre et m'assis sur le bord du lit que nous partagions depuis 5 ans. La pièce avait une odeur différente. Un parfum faible et inconnu flottait dans l'air. Quelque chose de floral et de doucereux. Le genre qu'une très jeune femme porterait. Chloé. J'ouvris le panier à linge et trouvai ce que je cherchais presque immédiatement. Caché sous les vêtements de sport de Richard se trouvait un foulard en soie que je n'avais jamais vu. Il était d'un rose vif, imprimé d'un logo de créateur. Le genre d'accessoire cher et négligemment abandonné que Chloé pourrait porter. Je le tins à la lumière, notant la marque, puis le replaçai soigneusement là où je l'avais trouvé. Une preuve. Mon téléphone sonna. Et le nom de Maître Leroux apparut à l'écran. Il prenait des nouvelles. Comment vous sentez-vous? D'être à la maison? Demanda-t-il sans préambule.
Comme si je voyais tout clairement pour la première fois. Répondis-je, en gardant ma voix basse. Maître Leroux? Puis-je vous demander quelque chose? D'après ce que mon père a observé? Depuis combien de temps pensez-vous que cela dure? Il y eut une courte pause à l'autre bout du fil. Au moins 6 mois. Dit Maître Leroux. Sa voix douce mais honnête. Peut-être plus. Pourquoi? Il y a une preuve? Ici dans notre chambre. Elle a été dans ma maison? Maître Leroux. Dans mon lit. Une autre longue pause. Je suis désolée. Ma chère. Je sais que cela doit être incroyablement douloureux. Ça l'est. Dis-je. Me déplaçant vers la fenêtre et regardant le jardin que mon père m'avait aidé à planter il y a 3 ans. Mais c'est aussi clarifiant. Une froide résolution s'installait dans mes os, chassant les derniers vestiges de chagrin. Je veux accélérer les choses. Que entendez-vous par là? Je veux que Richard me montre exactement qui il est. Tout. Je veux qu'il se sente assez confiant pour arrêter de se cacher. Éléonore? Êtes-vous sûre que c'est sage? Le stress. Le stress de ne pas savoir est pire que le stress de savoir? L'interrompis-je. Ma voix ferme. Mon père m'a appris que le savoir, c'est le pouvoir. Et en ce moment, je veux tout le savoir que je peux obtenir. Ce soir-là, Richard fit un effort de domesticité presque comique dans sa transparence. Il commanda de la nourriture thaïlandaise de mon restaurant préféré, ouvrit une bouteille de vin et s'enquit de mon traitement avec ce qui semblait être un intérêt sincère. C'était une performance, et j'en étais la seule spectatrice. Alors, le traitement pour le cœur fonctionne? Demanda-t-il, poussant les nouilles dans son assiette. Le docteur Lemoine est optimiste? Répondis-je, sirotant mon vin lentement. Il dit que ma condition est gérable avec les bons soins. Je devrais pouvoir reprendre une vie normale bientôt. Je vis quelque chose vaciller sur le visage de Richard. Ce ne fut qu'une seconde, mais je le vis. De la déception. Un éclair d'inquiétude que sa nouvelle liberté soit sur le point d'être révoquée. C'est merveilleux, dit-il. Son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Mais tu ne devrais pas te précipiter. La guérison prend du temps. En parlant de temps, dis-je prudemment, tendant mon piège. Je pensais qu'on devrait prévoir quelque chose ensemble. Peut-être un week-end quand je me sentirai un peu plus forte. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas fait ça. Richard faillit s'étouffer avec son vin. Un week-end? Eh bien, ça a l'air sympa. Mais avec toutes les factures médicales et tout. On se débrouillera. Dis-je, observant attentivement son visage. En fait, j'ai beaucoup pensé à nos finances ces derniers temps. Il est peut-être temps que je prenne un rôle plus actif dans la gestion de notre argent. Non. Non. Ce n'est pas nécessaire. Sa réponse fut rapide, presque paniquée. Tu dois te concentrer sur ta guérison. J'ai tout sous contrôle. J'en suis sûre. Souris-je doucement. Mais j'aimerais quand même mieux comprendre notre situation. On pourrait peut-être regarder les comptes ensemble ce week-end? Ce week-end? Le téléphone de Richard vibra sur la table. Et il y jeta un coup d'œil réflexe. Un message de Chloé. Sans aucun doute. En fait, je devrais peut-être travailler ce week-end. Il y a un gros projet à rendre. Je hochai la tête avec sympathie, jouant mon rôle. Bien sûr. Le travail d'abord. Plus tard dans la nuit, alors que Richard prenait sa douche, j'entendis son téléphone vibrer à plusieurs reprises sur la table de chevet.
La porte de la salle de bain était fermée. Le bruit de l'eau coulait. Je pris le téléphone. Je n'eus même pas besoin de le déverrouiller. Plusieurs aperçus de messages de Chloé illuminaient l'écran. J'ai trop hâte à demain soir. Tu as réservé la chambre d'hôtel? La belle dont on a parlé? Je mets la robe rouge que tu aimes? Mes mains étaient parfaitement stables lorsque je reposais le téléphone exactement là où Richard l'avait laissé. La rage était une chose froide et solide en moi maintenant. Pas chaude et chaotique, mais concentrée. J'étais au lit, faisant semblant de dormir, ma respiration régulière et lente, quand Richard sortit de la salle de bain. « Éléonore » murmura-t-il. « Tu dors » Je ne bougeais pas. Il resta là un instant, puis se déplaça silencieusement dans la pièce, rassemblant des vêtements de son placard et les mettant dans un petit sac de sport. Il faisait sa valise pour son projet de travail du week-end. Le samedi matin, Richard partit tôt avec une histoire élaborée et entièrement fictive de réunions de clients et d'heures supplémentaires potentielles. Il m'embrassa sur le front la première fois qu'il m'embrassait depuis des semaines et me dit de me reposer. Je serai probablement en retard, dit-il, ses yeux évitant les miens. Ne m'attends pas. Dès que sa voiture disparut au bout de la rue, j'appelai Maître Leroux. C'est le moment, dis-je quand il répondit. Le moment de quoi? Ma chère? Le moment de visiter cette chambre d'hôtel que Richard a réservée pour son projet de travail. Éléonore, je dois vous déconseiller cela. Une confrontation directe. Je ne vais pas les confronter. Maître Leroux. Je veux juste le voir de mes propres yeux. Je veux savoir exactement à quoi j'ai affaire avant de décider comment gérer la situation. Cela pourrait être dangereux pour votre santé. Le choc. Ne pas savoir est plus dangereux, dis-je, en m'habillant déjà. Mon père n'a pas élevé une femme qui se cache de la vérité. 2 heures plus tard, j'étais assise dans le hall opulent de l'hôtel Plaza Athénée, portant des lunettes de soleil sombres et un chapeau à large bord, observant les portes de l'ascenseur. J'avais appelé l'hôtel plus tôt, prétendant être l'assistante personnelle de Richard, et j'avais confirmé sa réservation avec un mélange de charme et de ruse. Je connaissais son numéro de chambre. Je connaissais son heure d'arrivée. À 15 heures précises, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et en sortirent Richard et Chloé. Mais ce n'était pas la même fille tapa accent grave l'œil de l'hôpital. Cette Chloé était transformée. Elle portait une élégante robe noire qui épousait ses formes, ses cheveux coiffés par un professionnel, son maquillage subtil et sophistiqué. Elle ne se comportait pas comme une étudiante, mais comme une femme habituée au luxe. Elle avait l'air chère, raffinée et complètement à l'aise dans cet hôtel 5 étoiles. Ils traversèrent le hall comme un vrai couple. La main de Richard posée de manière possessive sur le creux de son dos. Chloé riant à quelque chose qu'il lui chuchotait à l'oreille. Ils avaient l'air heureux. Naturels. Comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Je les regardais disparaître dans le restaurant de l'hôtel. Et pour la première fois depuis que j'avais découvert la vérité, je ressentis quelque chose au-delà de la colère ou de la peine. Je ressentis du pouvoir. Car pendant que Richard jouait au petit couple avec sa jeune maîtresse dans un hôtel qu'il ne pouvait pas se permettre, je possédais un patrimoine de 4 millions d'euros dont il ne savait rien. Pendant qu'il s'inquiétait des factures médicales et des mensualités du prêt, j'avais des appartements dans le 16e arrondissement qui généraient des revenus qu'il ne pourrait jamais imaginer. Je sortis mon téléphone et appelai Maître Leroux. J'en ai assez vu, dis-je. Ma voix aussi froide et claire que du verre. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Que voulez-vous faire? Éléonore? À travers les grandes baies vitrées du restaurant,
Je regardais Richard donner à Chloé une bouchée d'un dessert qui semblait décadent. Tous deux riant comme des adolescents amoureux. Je veux donner à Richard exactement ce qu'il demande. Dis-je. Sa liberté. Toute la liberté qu'il peut supporter. Ma voix devint glaciale. Et Chloé est sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on joue avec une femme qui n'a absolument plus rien à perdre. En sortant de l'hôtel et en marchant sous le soleil parisien, je sentis la présence de mon père plus forte que jamais. Henri Dubois avait élevé sa fille pour qu'elle soit intelligente, forte et stratège. Il était temps d'honorer cet héritage. Le dimanche soir arriva avec le genre de coucher de soleil parisien qui rendait tout cinématique. Une lumière dorée inondait les fenêtres de la maison de Saint-Cloud alors que je me préparais pour la performance de ma vie. J'avais passé la journée à planifier chaque détail, à réviser chaque réplique, avec la même précision que mon père m'avait enseigné en examinant des contrats commerciaux. Il ne s'agissait plus d'émotion. Il s'agissait d'exécution. Richard rentra à la maison à 21h. Il avait l'éclat satisfait et légèrement froissé d'un homme qui avait passé 2 jours à vivre exactement comme il le souhaitait. Ses cheveux étaient en désordre. Ses vêtements étaient froissés d'une manière qui suggérait qu'ils avaient été remis à la hâte. Et il portait la faible odeur persistante du parfum floral de Chloé. « Salut », dit-il, laissant tomber son sac de sport près de la porte avec un bruit sourd. « Comment tu te sens ? Tu as l'air mieux. » Je me sens beaucoup mieux. En fait, répondis-je, levant les yeux d'un des vieux journaux d'affaires de mon père que je lisais pour m'inspirer. Presque moi-même à nouveau. C'est super, dit Richard, se dirigeant vers la cuisine et ouvrant le réfrigérateur. Tu as dîné ? J'ai fait de la soupe tout à l'heure. Il en reste si tu en veux. Non. Merci. J'ai mangé un morceau avec les clients, dit-il. Le mensonge sortit de sa bouche si facilement, si naturellement, que je m'émerveillais de l'entraînement qu'il devait avoir. Pendant que Richard prenait sa douche, effaçant les preuves de son week-end, je m'installai à la table de la cuisine. J'ai allumé mon ordinateur portable et disposé plusieurs dossiers en carton des accessoires pour la conversation cruciale que j'étais sur le point d'entamer. Lorsqu'il sortit de la chambre, vêtu du pyjama en soie que je lui avais offert à Noël dernier, je levai les yeux avec l'expression soigneusement élaborée de quelqu'un qui vient de prendre une décision monumentale. « Richard, pouvons-nous parler ? Commençai-je. Mon ton sérieux. J'ai beaucoup réfléchi à notre situation. Il se dit légèrement, en s'essuyant les cheveux avec une serviette. Quelle situation ? Financière ? Médicale ? Notre avenir ? Dis-je, en désignant les dossiers étalés devant moi. Je sais que tu as été stressé par l'argent, Richard. Et je pense que j'ai une solution. Il s'assit en face de moi. Son expression prudente, méfiante. Quelle sorte de solution ? Je veux vendre la maison de mon père. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme une grenade dégoupillée. Les yeux de Richard s'écarquillèrent, et je pouvais pratiquement voir les signes d'euros se refléter dedans. Vendre. Vendre la maison de ton père ? Éléonore. C'est une grosse décision. Es-tu sûr d'avoir les idées claires ? J'ai les idées plus claires que jamais depuis des mois. J'ouvris l'un des dossiers, révélant une série d'annonces immobilières que j'avais imprimées plus tôt. Le marché est porteur en ce moment. Une maison comme celle de papa, dans ce quartier, pourrait facilement se vendre pour 800 000 €. Peut-être plus. Richard se pencha en avant, sa prudence remplacée par un intérêt soudain et intense. 800 000 ? D'après ses estimations ? Oui. Confirmai-je, observant attentivement son visage.
Et comme c'est mon héritage, l'argent serait à nous. Net d'impôts. Je laissais cela faire son effet. Nous pourrions payer toutes les factures médicales. Faire ce voyage dont nous avons parlé. Nous pourrions repartir à zéro. Repartir à zéro? Répéta Richard. Et quelque chose dans sa voix me fit frissonner. Il n'avait pas l'air excité à l'idée de sauver notre mariage. Il avait l'air excité par l'argent. Bien sûr. Nous devrions être intelligents. Continuai-je, l'attirant davantage. Nous assurer que nous prenons la bonne décision pour nous deux. Je fis une pause, laissant le poids de mes prochains mots atterrir de plein fouet. C'est-à-dire, si nous avons encore un avenir ensemble. Sa tête se releva d'un coup, ses yeux rencontrant les miens. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je refermai lentement le dossier. Mes mouvements délibérés et calmes. Richard. Tu me prends pour une idiote? Quoi? Non. Bien sûr que non. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que tu me traites comme telle depuis des mois. Ma voix resta conversationnelle, dénuée d'accusation. Les nuits tardives au travail. Les nouveaux vêtements. Le souci soudain et désespéré de l'argent. Les mystérieux séminaires de travail le week-end. Le visage de Richard devint pâle. Éléonore. Je ne sais pas ce que tu insinues. Je n'insinue rien. J'énonce des faits. Je pris mon téléphone, qui reposait sur la table, et fis glisser l'écran jusqu'à une photo que j'avais prise depuis ma position discrète dans le hall du Plaza Athénée. Je tournai l'écran vers lui. Ça, c'est toi et Chloé hier après-midi. Dans le restaurant d'un palace. Pendant ton séminaire de travail. La photo était d'une clarté accablante. Elle montrait Richard et Chloé dans un moment d'intimité non gardée. Sa main sur son visage alors qu'il lui donnait une bouchée de dessert. Tous deux riant. Il fixa l'écran. Sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson cherchant de l'air. Comment as-tu? Peu importe comment. Dis-je en posant le téléphone. Ce qui compte, c'est que maintenant, nous savons tous les deux où nous en sommes. Les mensonges sont terminés. Richard passa une main dans ses cheveux humides. Son sang-froid soigneusement construit se fissurant enfin. Éléonore. Ce n'est pas ce que tu crois. Chloé et moi. Nous étions justes. Juste quoi? Ma voix resta étrangement calme. Juste des amis qui réservent des chambres d'hôtel ensemble? Juste des collègues qui partagent du champagne et des escapades de week-end? Juste deux personnes qui s'envoient des textos à propos de robes rouges et qui ont hâte que la nuit commence? Tu as lu mes messages? Ton téléphone n'arrêtait pas de vibrer quand tu es rentré à la maison. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les aperçus. Je me levai lentement, prenant le contrôle de la pièce. La question n'est pas ce que je sais. Richard. La question est: qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Il transpirait maintenant, malgré la fraîcheur du soir. Que veux-tu dire? Je veux dire que je te donne le choix. Je me dirigeai vers la fenêtre, regardant le jardin sombre que mon père avait tant aimé. Nous pouvons essayer de régler ça. Nous pouvons suivre une thérapie. Tout ce qu'il faudra pour réparer ce qui est brisé entre nous. Ou je me retournai pour lui faire face. Nous pouvons mettre fin à ce mariage. Proprement. Avec dignité. Mettre fin? Un divorce? Richard. Le mot que tu évites depuis des semaines. La chose que tu as été trop lâche pour dire à voix haute. Je n'ai jamais dit que je voulais un divorce. Tu n'as pas eu besoin de le dire? Répondis-je doucement. Passer tes week-ends avec une autre femme le dit pour toi. Je me rassis à table.
Mes mouvements gracieux et contrôlés. Mais voici ce que je te propose. Si tu veux partir, nous pouvons le faire à l'amiable. Je vendrai la maison de mon père. Nous partagerons tout équitablement. Et tu pourras être avec Chloé sans toutes ces cachotteries. L'expression de Richard passa de la panique à quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Tu ferais ça? Je préfère avoir un ennemi honnête qu'un mari menteur. J'ouvris un autre des dossiers. J'ai déjà parlé à un avocat. Nous pourrions avoir les papiers prêts d'ici la fin de la semaine. Et l'argent? De la maison de ton père? Et voilà. La question que j'attendais. Pas. Et notre mariage? Pas. Pouvons-nous vraiment arranger ça? Mais. Et l'argent? En France. Nous sommes sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Dis-je. Répétant le script que Maître Leroux m'avait soigneusement appris. Légalement. La moitié de tout ce qui est acquis pendant le mariage appartient à chaque époux. Le produit de la vente de la maison serait partagé entre nous. Moitié-moitié. Richard resta silencieux un long moment. Je pouvais le voir faire le calcul dans sa tête. 400 000 euros. Assez pour commencer une nouvelle vie avec Chloé. Assez pour jouer le rôle du petit ami riche et prospère pendant un bon moment. Tu es sérieuse? Dit-il finalement. Sa voix un faible murmure. Très sérieuse? Dis-je en le regardant dans les yeux. Mais j'ai besoin de savoir que tu le es aussi. Si nous faisons ça, je veux une honnêteté totale. Plus de mensonges. Plus de jeu. Je me penchai légèrement en avant. Es-tu amoureux de Chloé? La question directe sembla le surprendre. Il hésita. Puis une vague de résolution envahit son visage. Oui. Dit-il. Je le suis. Depuis quand? Depuis le printemps dernier. Peut-être avant. Sa voix gagna en confiance à mesure qu'il parlait. Comme si dire enfin la vérité ou sa version de la vérité était libérateur. Elle me fait me sentir à nouveau vivant? Éléonore. Jeune. Comme si je pouvais être l'homme que j'étais avant. Et moi? Demandai-je. Ma voix sincèrement curieuse. Je te faisais te sentir mort? Il eut la décence d'avoir l'air honteux un bref instant. Tu me faisais me sentir responsable. Accablé. Comme si je devais être quelqu'un que je n'étais pas. Je hochai lentement la tête, archivant chaque mot pour un usage ultérieur. Je vois. Et tu penses que Chloé sera différente? Elle n'a besoin de rien de moi. Sauf ce que je veux lui donner. Dit-il. S'échauffant maintenant sur son sujet. Clairement convaincu que je lui rendais les choses incroyablement faciles. Elle est indépendante. Libre d'esprit. Elle a sa propre vie. Je pensais aux vêtements de créateur de Chloé. À l'hôtel 5 étoiles. Au style de vie qui semblait bien au-delà du salaire d'une assistante marketing junior. Mais je gardais mes observations pour moi. Eh bien? Dis-je en me levant. Je pense que nous nous comprenons parfaitement. Alors on le fait vraiment? On divorce? On le fait vraiment. Je me dirigeai vers les escaliers. J'appellerai l'avocat demain pour lui dire de commencer les démarches. Tu peux appeler Chloé pour lui annoncer la bonne nouvelle. Éléonore. Sa voix m'arrêta au pied des escaliers. Pour ce que ça vaut. Je suis désolée. Pour les mensonges. Pour t'avoir fait du mal. Tu mérites mieux. Je me retournai vers lui une dernière fois. Et mon sourire était radieux. Le premier sourire sincère et sans retenue que j'avais eu depuis des mois. Tu as tout à fait raison. Dis-je. Je mérite mieux. Beaucoup. Beaucoup mieux que tu ne pourrais jamais l'imaginer.
Alors que je montais les escaliers pour commencer à faire mes valises, j'entendis Richard composer déjà un numéro sur son téléphone. Chloé? C'est moi. Il faut qu'on parle. De nous. De l'avenir. Sa voix s'estompa alors que j'atteignais le palier. J'entrai dans ma chambre et sortis une valise, fredonnant doucement. Demain, je retournerai dans la maison de mon père, la maison que je venais de promettre de vendre, mais que je possédais en fait entièrement. Demain, je commencerai la phase suivante de mon plan. La phase 1. Amener Richard à avouer ses péchés et à demander lui-même le divorce était terminée. La phase 2 allait être beaucoup plus intéressante. Le cabinet d'avocats Leroux et Associés occupait les 2 derniers étages d'un gratte-ciel étincelant du 8e arrondissement, avec une vue panoramique sur Paris s'étendant jusqu'à la ligne brumeuse de la Tour Eiffel. J'étais assise dans la salle de conférence lambrissée d'acajou de Maître Leroux le mardi matin, regardant Richard tripoter sa cravate tandis que Chloé examinait sa manucure avec un air d'ennui étudié. 3 jours s'étaient écoulés depuis notre conversation dans la cuisine. Et Richard, stimulé par la perspective d'un gain financier massif, avait agi avec une rapidité étonnante. Il avait engagé son propre avocat, un homme élégant nommé Trevor Walsh, spécialisé dans la protection agressive des actifs, et avait insisté pour que Chloé assiste à la première réunion comme son soutien émotionnel. J'avais accepté tout avec une compréhension gracieuse, jouant à la perfection le rôle de l'ex-femme arrangeante. Avant de commencer, annonça Maître Leroux, ajustant ses lunettes de lecture sur son nez et examinant les documents étalés devant lui. Je dois clarifier un point concernant l'héritage de Madame Dubois qui affecte directement cette procédure. Richard se pencha en avant avec empressement, une lueur avide dans les yeux. L'estimation de la maison est plus élevée que prévu. N'est-ce pas? J'ai lu que certaines de ses propriétés près de la capitale se vendent pour plus d'1 million maintenant. Chloé, qui faisait défiler son téléphone, se redressa à la mention d'1 million d'euros. Son téléphone disparut dans son sac à main de créateur. Elle s'était habillée pour l'occasion d'un tailleur pantalon couleur crème qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon sophistiqué destiné à la faire paraître plus âgée, plus raffinée. Elle jouait le rôle de la future partenaire d'un homme riche. Pas exactement, dit Maître Leroux, sa voix égale et calme alors qu'il ouvrait un épais dossier à l'aspect officiel. Il semble y avoir eu un malentendu fondamental sur la nature de l'héritage de Madame Dubois. Trevor Walsh, l'avocat de Richard, fronça les sourcils. Quel genre de malentendu? Maître Leroux? Mon client avait l'impression que la succession était relativement simple. Une maison, quelques investissements modestes, un partage standard des biens de la communauté. C'est ce que je pensais aussi, dit Richard, une note de confusion se glissant dans sa voix. Le testament d'Henri était assez clair sur le fait que tout devait être partagé entre Éléonore et moi. Maître Leroux sourit, et je reconnus instantanément l'expression. C'était le même regard que mon père avait juste avant de conclure une affaire particulièrement importante, un regard de contrôle absolu et inébranlable. Monsieur Lefebvre, le testament auquel vous faites référence était le testament original de Monsieur Henri Dubois, daté d'il y a 3 ans. Cependant, 6 semaines avant son décès, Monsieur Dubois a exécuté un nouveau testament. Un testament final. Et ces termes sont significativement différents. La pièce devint silencieuse, le seul son étant le doux bourdonnement de la climatisation de l'immeuble. J'observai attentivement le visage de Richard, notant le moment exact où la confusion se mua en inquiétude. Différent comment? Demanda Trevor, son instinct professionnel sentant clairement des problèmes à l'horizon. Différent en ce que Madame Éléonore Dubois est la légataire universelle de l'intégralité du patrimoine de son père, déclara Maître Leroux,
Ces mots tombant dans le silence comme des pierres dans un étang calme. Monsieur Richard Lefebvre n'a aucun droit sur aucune partie de l'héritage? Car celui-ci a été légalement et irrévocablement structuré comme un bien propre avec des exclusions écrites et spécifiques pour toute réclamation conjugale. Richard cligna lentement des yeux, comme si les mots ne s'imprimaient pas correctement dans son cerveau. C'est impossible. Henri m'a inclus dans son testament. Il me l'a dit lui-même. Il vous a inclus dans son testament original? Oui. Corrigea doucement maître Leroux. Mais les circonstances ont changé. Et monsieur Dubois a choisi de protéger l'avenir financier de sa fille de manière indépendante. Il fit glisser un document sur la table polie. Un document portant des sceaux officiels du tribunal et de multiples signatures. Ceci est le testament final et juridiquement contraignant, qui annule et remplace toutes les versions antérieures. Trevor Walsh prit le document et commença à lire, son expression lisse devenant de plus en plus sombre à chaque ligne. Richard regardait le visage de son avocat comme un homme regarde un médecin lui annoncer un diagnostic terminal. Ça ne peut pas être vrai? Dit Richard, sa voix montant dans la panique. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Les lois sur la communauté de biens ne s'appliquent pas à un héritage reçu avant le mariage qui a été spécifiquement et légalement exclu des biens de la communauté. Termina tranquillement Trevor, levant les yeux du document avec une expression de défaite. Je crains que ce document ne semble être en béton armé. Chloé, qui avait suivi la conversation avec une alarme croissante, parla enfin pour la première fois. Attendez. Donc, il n'y a pas d'argent? Pas de vente de maison? Oh. Il y a de l'argent, dit agréablement maître Leroux. Beaucoup. En fait. L'héritage de Madame Dubois comprend la maison familiale, un portefeuille d'investissement diversifié, 3 appartements locatifs dans le 16e arrondissement et plusieurs participations dans des entreprises privées. La valeur totale actuelle est d'environ 4 800 000 €. Le chiffre frappa la pièce comme une force physique. Le visage de Richard devint blanc, puis rouge tacheté, puis de nouveau blanc. La bouche parfaitement peinte de Chloé s'ouvrit, son sang-froid sophistiqué se fissurant comme un plaquage bon marché. 4 millions. 8. Murmura Richard. Les mots à peine audibles. En effet. Continua maître Leroux sans heurts. Rien de tout cela n'a d'incidence sur votre procédure de divorce? Puisque rien de tout cela n'a été acquis pendant votre mariage. Il se tourna vers moi. Son expression d'une affection grand-paternelle. Votre père a été très minutieux pour protéger vos intérêts? Ma chère. J'étais restée silencieuse pendant tout l'échange, observant les réactions se dérouler comme des scènes d'un film dont je connaissais déjà la fin. Maintenant, je pris la parole, ma voix calme et mesurée. Je voulais te le dire en personne, Richard. Parce que malgré tout, je crois que tu méritais de l'entendre directement de moi. Je me tournai pour lui faire face entièrement, le laissant voir la force dans mes yeux. Mon père a changé son testament parce qu'il te soupçonnait d'avoir une liaison. Quoi? Les mots sortirent comme un coassement choqué. 6 semaines avant sa mort, il est venu dans ma chambre d'hôpital. Il a dit qu'il s'inquiétait pour toi. Pour nous. Il a dit qu'il avait remarqué des changements dans ton comportement, tes dépenses, ton attitude envers notre mariage. Ma voix resta stable. Mais mes yeux étaient rivés sur le visage de Richard, le clouant sur place. Il m'a demandé si tout allait bien entre nous. Qu'est-ce que tu lui as dit? Demanda Richard. Sa voix un murmure rauque. Je lui ai dit que tu travaillais dur, que le stress t'affectait, mais que nous allions bien, dis-je, laissant le poids de mes prochains mots s'installer. Je t'ai défendu, Richard.
Devant mon propre père mourant, je t'ai défendu. Je l'ai convaincu que ses inquiétudes à propos de mon mari étaient infondées. La honte qui submergea le visage de Richard était si brute et profonde que même Chloé détourna le regard. Mais papa était trop intelligent pour me croire sur parole. Continuai-je, ma voix se durcissant. Alors il a engagé un détective privé. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. L'avocat de Richard s'agita mal à l'aise sur sa chaise. Un détective privé ? La voix de Chloé était à peine un murmure. Maître Leroux ouvrit un autre dossier et étala plusieurs photographies brillantes en noir et blanc sur la table de conférence. C'étaient des images de Richard et Chloé. Dans divers restaurants, se tenant la main devant un cinéma, s'embrassant sur le parking d'un hôtel de luxe. Celles-ci ont été prises sur une période de 6 semaines, se terminant juste 3 jours avant le décès de Monsieur Dubois, expliqua Maître Leroux cliniquement. Il ne vous a jamais confronté. Il a choisi de concentrer l'énergie qui lui restait à protéger l'avenir de sa fille plutôt qu'à s'occuper de vos choix présents. Richard fixa les photographies comme si elles étaient la preuve de la vie de quelqu'un d'autre. Il savait, souffla-t-il. Il a su tout le temps. Et il n'a jamais rien dit. Oh. Il a dit quelque chose. Répliquai-je. Ma voix froide. Il l'a dit à son notaire. Il l'a dit dans un Nouveau Testament. Un testament incassable qui garantissait que sa fille ne serait jamais financièrement dépendante d'un homme qui prévoyait déjà de la quitter. Chloé était devenue complètement silencieuse. Son visage un masque pâle sous son maquillage expert. L'armure sophistiquée qu'elle portait en entrant dans la pièce se dissolvait, révélant la jeune femme effrayée en dessous qui commençait tout juste à comprendre l'ampleur du jeu qu'elle avait perdu. Donc, il n'y a pas de bien de la communauté ? Demanda Trevor. Bien qu'ils connaissent manifestement déjà la réponse. Pas d'actifs matrimoniaux à partager ? La maison où ils vivent actuellement est une propriété locative appartenant au patrimoine de Madame Dubois. Expliqua Maître Leroux. Monsieur Lefebvre y a effectivement vécu en tant qu'invité de Madame Dubois. Leur compte courant joint contient environ 3 000 €. Et les biens personnels de Monsieur Lefebvre se composent de sa voiture et de son plan d'épargne retraite de son employeur. C'est tout ? La voix de Richard se cassa. C'est tout ce que j'obtiens après 5 ans de mariage ? C'est tout ce que tu as apporté au mariage ? Répliquai-je simplement. L'argent de mon père n'a jamais été le tien. Richard. Tu as juste cru qu'il l'était. Le silence dans la pièce s'étira, épais et suffocant, jusqu'à ce que Chloé parle enfin. Sa voix petite et incertaine. Richard. Peut-être qu'on devrait parler de ça en privé. Parler de quoi ? Répliqua sèchement Richard, se retournant contre elle avec une fureur née du pur désespoir. Parler de comment nous avons planifié tout notre avenir autour d'un argent qui n'allait jamais exister ? Parler de comment je viens de renoncer à mon mariage pour rien ? Tu n'y as pas renoncé pour rien ? Dis-je doucement. Et tous les yeux se tournèrent vers moi. Tu y as renoncé par amour. C'est ce que tu m'as dit. Il y a 3 nuits à peine. Tu as dit que Chloé te faisait te sentir vivant. Tu as dit que tu étais amoureux d'elle. Richard regarda mon visage calme et composé. Puis celui, paniqué, de Chloé. Et pour la première fois, la réalité complète et dévastatrice de sa situation sembla s'imposer à lui. Pas de fortune à partager. Pas de nouveau départ luxueux. Juste lui. Chloé. Et les conséquences dures et laides de leur choix. C'est de la folie, dit-il finalement. Sa voix tremblante. Il doit y avoir quelque chose que je puisse faire. Une contestation légale. Monsieur Lefebvre. Interrompit Trevor doucement mais fermement. Le testament est en béton armé. Votre défunt beau-père a été clairement conseillé par un excellent avocat.
Il n'y a aucune base légale pour une quelconque réclamation contre la succession. Mais la procédure de divorce peut se poursuivre. Bien sûr. Ajouta maître Leroux avec obligeance. Madame Dubois est tout à fait disposée à partager équitablement les biens de la communauté. 3 000 €. Divisé en deux. Cela fait 1 500 € chacun. La somme semblait obscène dans la salle de conférence opulente. 1 500 €. Moins que ce que Chloé avait probablement dépensé pour son tailleur. Je me levai, lissant le devant de ma robe simple mais élégante avec un sentiment de calme absolu. Je pense que nous avons couvert tout ce que nous devions couvrir aujourd'hui. Richard. Tu peux rester dans la maison jusqu'à la fin du mois pendant que tu prends d'autres dispositions. Après cela, je te demanderai de libérer les lieux. Je prévois des rénovations. Des rénovations pourquoi? Demanda-t-il. Hébété. Je souris. C'était la même expression confiante et victorieuse que mon père arborait lorsqu'il avait réussi à conclure une affaire. Je rentre à la maison? Dis-je. Après tout, c'est ma place. Le silence dans la BMW de Richard, alors qu'il quittait le cabinet d'avocat, était suffocant. Chloé regardait par la fenêtre les vastes hôtels particuliers du 8e arrondissement. Chacun un monument à la vie qu'elle avait cru à sa portée il y a à peine 2 heures. Richard agrippait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Sa mâchoire serrée dans un rictus de fureur et d'incrédulité. Dis quelque chose, murmura finalement Chloé. Sa voix fragile. Qu'est-ce que tu veux que je dise? La voix de Richard était creuse, dépourvue de sa confiance habituelle. Que je suis désolé? Que je ne savais pas? Que j'ai sommement manqué le fait que ma femme est multimillionnaire et que je suis sur le point de me retrouver à la rue? On trouvera une solution? Dit Chloé. Mais les mots manquaient de conviction. Tu as toujours ton travail. On peut prendre un appartement ensemble. Avec quel argent? Richard s'arrêta sur le parking d'un café, ayant besoin de s'arrêter avant de perdre complètement le contrôle. Il se tourna vers elle, les yeux fous de panique. As-tu la moindre idée de ce que coûtent les appartements dans cette ville? Sais-tu quel est réellement mon salaire quand il n'est pas complété par ce que je croyais être nos biens communs? Le silence de Chloé était une réponse suffisante. Elle ne lui avait jamais posé de questions sur ses revenus réels. Elle n'en avait jamais eu besoin. Pas quand il payait des hôtels 5 étoiles et des cadeaux de créateurs sans aucune préoccupation apparente. 78 000 € par an. Dit sèchement Richard. Le chiffre sonnant pathétique même à ses propres oreilles. C'est ce que je gagne. Avant impôt. Après impôt. Mutuelle et cotisation retraite. Je touche environ 4 800 € par mois. Le chiffre sembla physiquement blesser Chloé. Elle gagnait 35 000 € en tant qu'assistante marketing junior. Mais depuis 6 mois, elle vivait comme quelqu'un qui en gagnait 3 fois plus. Un style de vie entièrement subventionné par l'accès de Richard à ce qu'ils croyaient tous deux être l'argent de la famille d'Éléonore. On peut s'en sortir avec ça, dit-elle faiblement. Vraiment? Le ton de Richard devenait plus vif. Accusateur. Parce que les calculs ne sont pas bons d'ici. Chloé. Le loyer pour un 2 pièces décent dans un quartier sûr est d'au moins 2 500 €. Ajoute les charges. Les courses. Les mensualités de la voiture. L'assurance. Et on est déjà au-dessus du budget. Et ça? C'est avant même de compter tes prêts étudiants. Le visage de Chloé était devenu pâle. Mes prêts étudiants sont différés. Pour combien de temps? Et tes cartes de crédit? Insista-t-il. La colère trouvant enfin une cible. Et ce sac que tu as acheté la semaine dernière? Ces chaussures? Les bijoux que je t'ai offerts? C'étaient des cadeaux. De ta part.
C'étaient des cadeaux que j'ai achetés avec de l'argent que je pensais avoir. Richard frappa sa main contre le volant. Le son faisant sursauter Chloé. Tout ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons planifié. Était basé sur un mensonge. Un mensonge que tu croyais aussi. Rétorqua Chloé. Son propre sang-froid se fissurant enfin. Tu agis comme si tout était de ma faute. Comme si je t'avais en quelque sorte piégé pour te faire croire que ta femme était secrètement riche. N'est-ce pas ce que tu as fait? Les mots pendaient entre eux comme une lame. Parce qu'avec le recul, tu étais terriblement intéressé par ma situation financière dès le début. Tu te souviens de cette conversation lors de notre deuxième rendez-vous? Toutes ces questions sur mes perspectives d'avenir? Sur le fait que mon beau-père avait bien réussi? La bouche de Chloé s'ouvrit et se referma sans un son. Elle se souvenait de cette conversation. Elle avait sondé, évalué sa valeur à long terme. Ce n'est pas je n'étais pas, balbutia-t-elle. Tu n'étais pas quoi? Une croqueuse de diamants? Le rire de Richard était un son amer et laid. Parce que c'est exactement ce à quoi ça ressemble de mon point de vue. N'ose pas. La voix de Chloé devint sèche. Je suis tombée amoureuse de toi. Richard. Peut-être que j'aimais le fait que tu semblais réussir et que tu pouvais t'offrir de belles choses. Mais ce n'est pas pour ça que je suis avec toi. Alors prouve-le. Lança Richard. Sa voix basse et dangereuse. Viens avec moi visiter des studios à Saint-Denis. Viens avec moi faire les courses chez Lidl au lieu du bon marché. Viens avec moi vivre la vie que nous pouvons réellement nous permettre. La vie à laquelle je suis maintenant condamnée. Chloé le fixa. Et pour la première fois, Richard vit quelque chose dans ses yeux qui lui tordit l'estomac. C'était du calcul. La même évaluation froide et pratique qu'elle lui avait probablement faite lors de ce deuxième rendez-vous. Elle pesait ses options. Et il n'était pas à la hauteur. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Dit-elle finalement. Réfléchir à quoi? À nous? À ce que tout cela signifie. Chloé attrapait déjà son téléphone. Son regard tombant sur l'écran. Je devrais appeler ma colocataire? Jessica. Voir si je peux rester chez elle quelques jours pendant qu'on règle les choses. Ta colocataire? Chloé. Nous venons de traverser la plus grande crise de notre relation. Et tu veux courir chez ta colocataire? J'ai besoin d'espace pour digérer ça. Richard. Toute cette situation est folle. Elle faisait défiler ses contacts, évitant délibérément de le regarder. Tout ce que nous avions prévu. Tout ce dont nous avions parlé pour notre avenir. Tout est différent maintenant. Richard sentit une terreur froide s'installer dans sa poitrine. Tout ce que nous avions prévu était basé sur le fait d'être ensemble. Cette partie ne devrait pas changer juste parce que la situation financière a changé. Facile à dire pour toi. Marmonna Chloé entre ses dents. Puis sembla réaliser ce qu'elle avait révélé. Facile à dire pour moi? La voix de Richard monta. Incrédule. C'est moi qui viens de tout perdre. Mon mariage. Ma maison. Mon avenir financier. Tu as choisi de perdre ces choses? L'interrompit Chloé. Sa voix soudainement forte et claire. Personne ne t'a forcé à avoir une liaison. Personne ne t'a forcé à demander le divorce. L'accusation, venant d'elle, frappa Richard comme un coup physique. J'ai choisi de les perdre pour toi. Pour nous. Non. Dit Chloé. Sa voix devenant froide. Tu as choisi de les perdre parce que tu étais malheureux et que tu t'ennuyais. J'étais juste. Pratique. Le mot « pratique » résonna dans le petit espace entre eux. Richard regarda cette jeune femme pour qui il avait gâché sa vie. Et il la vit clairement pour la première fois. La douceur. L'adoration.
La façon dont elle l'avait fait se sentir comme un roi. Tout cela n'avait été qu'une performance. Une illusion soigneusement construite basée sur l'hypothèse qu'il avait quelque chose à offrir au-delà de son physique vieillissant et d'un salaire de cadre moyen. Et maintenant ? Demanda-t-il doucement, connaissant déjà la réponse. Chloé envoyait déjà un message à quelqu'un. Ses pouces volant sur l'écran. Je vais rester chez Jessica pendant un moment. Tu devrais te concentrer sur ta situation de logement. Ma situation de logement ? Et notre situation de logement ? Richard. Sois réaliste. La voix de Chloé avait pris un ton d'explication patiente et condescendante. Comme si elle parlait à un enfant difficile. On s'est un peu précipité dans tout ça. C'est peut-être un signe qu'on devrait ralentir. Voir ce qu'on ressent quand les choses ne sont pas si folles. Richard sentit les dernières pièces de son monde s'effondrer en poussière. Tu romps avec moi. Je ne romps pas avec toi, dit-elle. Bien que ses paroles soient un mensonge transparent. Je prends juste du recul. Elle le regarda enfin directement. Ses yeux dépourvus de l'affection à laquelle il s'était habitué. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais les choses. Comment imaginais-tu les choses ? Demanda-t-il. La question lourde d'accusation. Chloé lutta un instant. Puis son honnêteté fut brutale dans sa simplicité. Je pensais qu'on aurait des options, dit-elle. Je pensais qu'on pourrait construire quelque chose de bien ensemble. Mais, si tu repars de zéro. Elle n'eut pas besoin de finir la phrase. Alors je ne suis pas prête à repartir à zéro avec toi. Richard démarra la voiture sans un mot de plus. Le trajet de 20 minutes jusqu'à l'appartement de l'ami de Chloé à Boulogne-Billancourt sembla durer des heures. Ponctué seulement par le bruit des textos de Chloé et la réalisation croissante et écœurante qu'il avait détruit son mariage pour une femme qui ne l'avait jamais vraiment voulu. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant l'immeuble branché, Chloé rassembla son sac et son téléphone avec des mouvements efficaces et définitifs. Je t'appellerai dans quelques jours, dit-elle, sans le regarder. Quand j'aurai eu le temps de réfléchir à tout. Chloé. Sa voix l'arrêta alors qu'elle attrapait la poignée de la porte. M'as-tu déjà aimé ? Vraiment ? Elle se retourna vers lui. Et pour un bref instant non gardé, son masque tomba complètement. Il vit la vraie Chloé en dessous, jeune, ambitieuse, calculatrice et totalement concentrée sur sa propre survie. J'aimais la personne que je pensais que tu étais, dit-elle doucement. Je suis désolée que cette personne n'existe plus. Après qu'elle eut disparu dans l'immeuble, Richard resta longtemps dans sa voiture, regardant les appartements de luxe autour de lui. Des endroits où lui et Chloé avaient rêvé de vivre. Maintenant, il ne pouvait même pas se permettre un studio dans le pire quartier de la ville. Il pensa à Éléonore, probablement en ce moment même en train de réemménager dans la magnifique maison de plusieurs millions d'euros de son père, entourée par la sécurité tranquille d'une richesse générationnelle. Il pensa au regard dans ses yeux pendant la réunion, pas de la haine, mais quelque chose de bien pire, de la pitié. Son téléphone vibra. C'était un texto de Chloé. Merci de comprendre. J'ai besoin de temps pour réfléchir à mes prochaines étapes. Il fixa le message, notant qu'elle n'avait pas dit nos prochaines étapes, ni même mentionné son nom. Il était seul maintenant. Vraiment. Complètement seul. Et pour la première fois depuis le début de ce misérable gâchis, il comprit exactement ce qu'Éléonore avait voulu dire quand elle avait affiché ce sourire radieux et victorieux. Elle méritait mieux. Beaucoup. Beaucoup mieux que lui. Éléonore se tenait sur le seuil de la maison de son père, sa maison, un jeudi matin. Respirant le parfum familier du jasmin du jardin et l'arôme faible et réconfortant du café préféré de son père qui semblait imprégner les murs mêmes. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la réunion au cabinet de Maître Leroux. Et elle avait passé chaque jour à se préparer pour ce moment.
L'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine était tout ce que la maison de location de Saint-Cloud n'était pas, spacieux, élégant, rempli de lumière naturelle et de souvenirs qui lui apportaient de la joie au lieu de la douleur. Construit dans les années 1920 et méticuleusement entretenu, il présentait un parquet d'origine, une cuisine de chef avec des comptoirs en granit et des portes-fenêtres qui s'ouvraient sur un jardin luxuriant qui avait été la fierté de son père. La chambre principale donne sur la roseraie, dit-elle au docteur Lemoine, qui avait insisté pour faire une visite à domicile afin de s'assurer que son nouveau cadre de vie favoriserait sa guérison continue. Papa disait toujours que la lumière du matin dans cette pièce était meilleure que n'importe quel médicament. C'est magnifique. Éléonore, dit le docteur Lemoine, vérifiant sa tension artérielle sur la terrasse ensoleillée. Ses résultats étaient les meilleurs qu'elle ait eus depuis plus d'un an. Comment vous sentez-vous face à cette transition? Honnêtement? Éléonore regarda un colibri voler entre les mangeoires que son père avait accrochés dans le jardin. Comme si je rentrais enfin à la maison. J'aurais dû revenir ici il y a des mois. Et votre niveau de stress? La procédure de divorce? Le sourire d'Éléonore était serein. Étonnamment gérable. C'est plus facile quand on vit enfin dans la vérité au lieu des mensonges. Ce qu'Éléonore ne mentionna pas, c'était à quel point il avait été thérapeutique de voir la vie de Richard s'effondrer avec une sorte de précision mathématique. Par des amis communs et ses propres observations discrètes, elle avait appris qu'il séjournait dans un hôtel bon marché près de son bureau, que Chloé avait officiellement mis fin à leur relation, et qu'il appelait frénétiquement des agents immobiliers pour des studios qu'il ne pouvait pas se permettre. Madame Dubois. Maria. La gouvernante qui avait travaillé pour son père pendant plus d'une décennie, apparut à la porte, son visage illuminé d'un sourire chaleureux. Le camion de déménagement vient d'arriver. Juste à temps. Éléonore se leva. Ses mouvements stables et forts. Le traitement pour le cœur fonctionnait à merveille. Et avec la source principale de son stress maintenant éliminée de sa vie. Sa guérison s'était accélérée. Après le départ du médecin, Éléonore supervisa les déménageurs qui transportaient des cartons dans sa nouvelle vie. La plupart de ses effets personnels de la maison de Saint-Cloud tenaient facilement dans 2 des 5 chambres. Un rappel brutal du peu d'elle-même qu'elle avait mis dans cette vie commune. C'est bien les plus précieux les livres de son père? Sa collection de photographies. La boîte en bois de ses lettres furent placées à des endroits d'honneur dans toute la maison. Comme si ses pensées l'avaient invoqué. La sonnette retentit. Éléonore ouvrit pour trouver son amie d'université. Jennifer. Sur le porche avec une bouteille de champagne coûteux et un énorme sourire. Bienvenue chez toi. Éléonore. Jennifer la serra dans une étreinte qui sentait le succès et le parfum de luxe. En tant qu'associée principale dans une prestigieuse agence de marketing, Jennifer avait toujours été un tourbillon d'énergie et d'ambition. Elles s'installèrent sur la terrasse avec le champagne. Et Éléonore se retrouva à raconter à Jennifer toute l'histoire la liaison. La confrontation à l'hôpital. La révélation stupéfiante de son héritage et l'implosion spectaculaire de son mariage dans le bureau de Maître Leroux. Alors, si je comprends bien, dit Jennifer en remplissant leur verre. Ton mari parasite t'a trompé avec une arriviste? A exigé le divorce parce qu'il te croyait pauvre et malade? Pour découvrir que tu es en fait multimillionnaire et qu'il n'obtient rien d'autre que 1 500 € et un avis d'expulsion? C'est la version simplifiée. Oui. Riait Éléonore. Un vrai rire sincère qui venait du plus profond d'elle-même. C'est la plus belle histoire de justice karmique que j'ai jamais entendue. Déclara Jennifer en levant son verre. À ton père? Pour avoir été un brillant juge de caractère. Et à toi? Pour avoir mené tout ça comme une grande maîtresse d'échecs. L'expression de Jennifer devint sérieuse un instant. Mais sérieusement? Éléonore. Ça va? Vraiment?
Parce que tu as l'air presque heureuse de tout ça. Éléonore réfléchit attentivement à la question. Il y a 3 mois. L'idée d'être divorcée et seule l'aurait terrifiée. Mais maintenant, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des années. La liberté. Je crois que je suis heureuse, dit-elle finalement. Pour la première fois depuis longtemps, je vis ma vraie vie. Au lieu d'une performance de ce que je pensais qu'une épouse devait être. Leur conversation fut interrompue par le bruit d'une voiture entrant dans l'allée. À travers la fenêtre du salon, Éléonore pouvait voir une BMW familière garée maladroitement. À moitié sur l'allée. À moitié sur la pelouse manucurée. C'est lui? Demanda Jennifer, suivant le regard d'Éléonore. C'est lui. Un calme profond envahit Éléonore. Il n'y avait pas de peur. Pas de colère. Juste une curiosité tranquille. Richard sortit de sa voiture. Il ressemblait à un homme qui dormait dans des hôtels bon marché et mangeait de la restauration rapide depuis 3 semaines. Son costume de marque était froissé. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre. Et il avait le regard désespéré et hanté de quelqu'un qui n'a plus d'option. Éléonore ouvrit la porte d'entrée avant qu'il ne puisse sonner. Richard. Éléonore. Sa voix était rauque. Il regarda au-delà d'elle. Dans la belle maison. Admirant le mobilier élégant. Les fleurs fraîches. Le confort et la prospérité évidents. J'ai fait une erreur. Balbutia-t-il. Une énorme erreur. J'étais confus. Dépassé par ta maladie. Et j'ai fait des choix terribles. Tu as fait des choix basés sur qui tu es vraiment? Richard. Répondit calmement Éléonore. Ce n'est pas de la confusion. C'est de la clarté. Non. Tu ne comprends pas. Chloé. Elle est partie. Elle m'a quitté. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps. Mais j'ai découvert qu'elle sort déjà avec quelqu'un d'autre. Un type avec un héritage. Sa voix se cassa. Elle ne m'a jamais aimé. Éléonore. Elle se servait juste de moi pour ce qu'elle pensait que j'avais. Je sais. La reconnaissance simple, en 2 mots, sembla frapper Richard comme un coup physique. Il la fixa, comprenant enfin la profondeur de sa propre stupidité. Éléonore. S'il te plaît. Supplia-t-il. Sa fierté complètement disparue. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je te demande une autre chance. Nous pourrions suivre une thérapie. Nous pourrions arranger les choses. Arranger quoi? La voix d'Éléonore resta parfaitement douce. Tu m'as dit que tu étais amoureux d'une autre femme. Tu as dit que notre mariage te faisait te sentir mort. Tu as exigé le divorce. Je t'ai simplement donné exactement ce que tu demandais. J'avais tort. J'étais un idiot. Non. Dit Éléonore. Et sa voix n'était pas méchante. Tu as été honnête. Pour la première fois depuis longtemps. Tu as été complètement honnête sur ce que tu voulais. Elle regarda cet homme qu'elle avait autrefois aimé. Cette personne qu'elle avait défendue devant son père mourant. Et elle ne ressentit rien d'autre qu'une pitié lointaine et silencieuse. Notre mariage était construit sur un mensonge? Richard. Tu pensais épouser une vie confortable. Et quand cela a semblé incertain? Tu as trouvé quelqu'un qui, pensais-tu, pourrait t'offrir une vie plus excitante. Maintenant que tu sais que l'argent est réel et sûr, tu veux revenir. Le sourire d'Éléonore était triste, mais définitif. Ce n'est pas de l'amour. C'est juste de la comptabilité. Éléonore. Je suis sur le point de me retrouver à la rue. Murmura-t-il. Son désespoir à nu.
Je ne peux pas me permettre un loyer dans cette ville. Je n'ai nulle part où aller. C'est malheureux, dit doucement Éléonore. Mais ce n'est plus mon problème à résoudre. Il la fixa un long moment. Voyant enfin que la femme faible et arrangeante qu'il avait épousée avait disparu pour toujours. Remplacée par la femme qu'elle était toujours censée être. C'est qui tu es vraiment? N'est-ce pas? Dit-il. Un ressentiment amer se glissant dans sa voix. Froide. Calculatrice. Non. Richard. Répondit-elle. Un dernier sourire serein ornant ses lèvres. C'est qui j'ai toujours été. J'ai juste arrêté de le cacher pour te mettre à l'aise. Après son départ, faisant crisser ses pneus sur l'allée de gravier dans une dernière et pathétique démonstration de colère, Jennifer leur versa à toutes deux un autre verre de champagne. Comment te sens-tu? Demanda-t-elle. Éléonore regarda sa belle maison, respira le doux parfum des roses de son père et sourit. Libre, dit-elle. Complètement et merveilleusement libre. 6 mois plus tard, Éléonore s'épanouissait. Sa santé était excellente, ses investissements fructifiaient, et sa vie était remplie de bons amis, de passe-temps tranquilles et de la paix simple et profonde de vivre authentiquement. Elle entendait occasionnellement des nouvelles de Richard. Il vivait dans un sinistre studio à Clichy, faisant 1h30 de trajet chaque jour pour un travail qu'il détestait désormais. Chloé, sa réputation à Paris ruinée, était retournée vivre chez ses parents en province. Il n'était que des notes de bas de page dans un chapitre de sa vie qui était maintenant fermement clos. Un après-midi d'octobre vif, 1 an après le début de son calvaire, Éléonore sortait d'un Monoprix quand elle le vit. Richard sortait d'une vieille Clio cabossée, le visage bouffi et gris, ses vêtements froissés. Leurs regards se croisèrent à travers le parking. Il la vit en bonne santé, radieuse, chargeant calmement ses courses dans sa voiture modeste mais fiable. Elle le vit un homme diminué par sa propre cupidité et ses mauvais choix. Il fit un petit signe de la main maladroit. Elle lui adressa un signe de tête poli et distant en retour. Le genre qu'on fait à un étranger. Puis elle monta dans sa voiture et rentra chez elle. Elle rentra dans la maison que son père avait construite. Dans le jardin qui prospérait maintenant sous ses soins. Dans la vie calme et paisible qu'elle s'était bâtie. Le moniteur cardiaque qui avait autrefois marqué le rythme de sa captivité n'était qu'un lointain souvenir, remplacé par le battement régulier et fort d'une femme qui était enfin, vraiment, rentrée chez elle. Et ça, pensa Éléonore en entrant dans son allée, c'était la seule victoire qui avait jamais vraiment compté.